souvent le contenu prenait le pas sur la qualité de la relation. Et on se disait, il y a sûrement quelque chose à faire pour que non seulement le contenu soit efficace, mais aussi que la qualité des liens entre les personnes qui participent, soit à la hauteur et soit à la hauteur des contenus. Et on ne peut pas constamment parler, par exemple, de réussite, de performance ou de choses très rationnelles si on n'assure pas à côté une cohérence avec la qualité des relations et des liens entre les personnes. Donc c'est vraiment notre point de départ, c'est dire: «Mais finalement, qu'est-ce qui fait la qualité du lien quand on est à distance?» Et on est parti sur ces questions-là. On a abouti après quelques mois à cette appli qui est une solution de réunion en ligne et qui permet en particulier d'utiliser cette méthode du co-développement. Donc là, l'objet pour nous, c'était de vous proposer à la fois de vous présenter ce que c'est que cette méthode du co-développement et puis surtout comment elle se réalise en ligne et puis, l'idée, c'est qu'on garde du temps pour répondre à vos questions sur les usages que vous pourriez en avoir, les questions qu'elle vous pose et de voir comment dans vos différents environnements, éventuellement, ça peut prendre une place, et si ça vous intéresse. Voilà pour ça, en termes d'intro. Donc l'application s'appelle Square Meeting. L'idée, il y avait un jeu de mots parce qu'on notre appli, elle est structurée autour d'une table ronde. Vous allez la voir, il y a un petit dessin qui est là sur la photo et le square meeting, c'était de dire: «Bah, oui, on est aussi au carré au sens où, ça prend toute sa puissance parce qu'on est en cercle et qu'on est en toute puissance et chacun dans qui il est et donc ça nous permet voilà, de passer au carré». Hem Pour démarrer, ça rejoint les premiers constats que nous avions eus, ensemble, de dire on était face à nous, dans ce monde de l'accompagnement, des professionnels, alors des entreprises et associations et autres organisations, sur des constats de budget de formation qui se réduisent, des temps, les gens n'ont jamais plus le temps d'aller en formation, de se réunir. Bon, si on ajoute le besoin de coopérer à distance et de lutter contre tout ce qui est de nature à aller vers le repli sur soi. Et puis si on ajoute, le contexte sanitaire actuel qui oblige aussi à cette forme de distanciation pour des raisons différentes, mais pour d'autres raisons, mais c'est toujours une forme de distance. Et on se dit finalement les réponses qu'on a eues jusqu'à maintenant, étaient peut-être pas les bonnes et on se dit: «On a besoin de chercher d'autres choses» et en particulier de répondre à ces nouveaux besoins que sont, le fait que les soft skills ont besoin de prendre plus de place, le fait que travailler de manière plus écologique et plus collective sur des temps plus courts, plus ramassés, devenait plus important. D'apprendre en agissant et d'agir en apprenant. Il y a cette histoire voilà, d'organisation apprenante qui nous parle beaucoup et puis de construire une culture commune qui favorise aussi, l'échange et plutôt la diversité plutôt que le repli, sur des particularités. L'avantage du codev, c'est qu'on a aussi cette capacité à créer une communauté d'entraide puisque le codev, cette méthode-là de codev professionnel permet vraiment de favoriser l'entraide entre les personnes et donc en la transposant à distance, finalement, on récupère tous ces bénéfices-là. J'avance et surtout, vous n'hésitez pas à m'arrêter ou à regarder, voilà, à me dire s'il y a des choses que vous ne comprenez pas et après je répondrai aussi à vos questions. Le co-développement professionnel, donc c'est une méthode, on va dire, déposée, si on peut le dire comme ça. C'est une démarche d'intelligence collective. Je peut-être certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, donc je ne vais pas en dire grand-chose et on aura l'occasion, si ça vous intéresse, d'aller plus loin. Mais l'idée, c'était que, voilà, on est sur une méthode qui favorise vraiment l'échange, le partage, la mise en action, la mise en mouvement dans un petit collectif. C'est une méthode qui est assez simple, pragmatique. Il y a 6 étapes. On part d'une situation concrète, on décortique cette situation, on cherche ensemble des ouvertures et on propose un plan d'action. Donc c'est vraiment, voilà, c'est pas innovant dans ce sens-là, mais c'est très puissant en termes de qualité des relations que ça crée entre les personnes. Et puis, il y a vraiment l'idée que ça permet de répondre à des préoccupations très précises puisque les préoccupations qu'on met au centre au co-développement, elles sont amenées par les participants. Donc ce sont des situations réelles, concrètes, actuelles que le groupe traite ensemble. Donc, c'est vraiment cet aspect-là. Et puis, Karina, le fait qu'on le fasse en groupe comme ceci, il y a vraiment cet effet qu'on renforce cet aspect collectif qui devient vraiment premier, c'est-à-dire que le contenu, bien sûr, est traité, mais la force du collectif et la façon dont les gens interagissent entre eux devient première et prend vraiment tout son sens sur cet aspect-là. Karina, Oui, juste une petite question. On voit ta présentation, mais les slides n'avancent pas. allons bon. Comment ça Parce se qu'en fait, fait? on ne voit pas ta présentation, mais on voit enfin, je ne sais pas comment dire,
Tu as peut-être deux écrans. En fait, tu as partagé Ouais, le attends, mode édition, on va dire. Je ne sais pas comment expliquer autrement. tu as raison. Je vais essayer comme ça. Est-ce que c'est mieux? Toujours pas. Mais tu peux faire avancer tout simplement. Voilà, là, on voit ta souris. Tu peux faire avancer ici tout simplement les slides, hein. Clique sur le Non, slide. attends, je vais essayer de faire mieux que ça quand même, non? Attends, Il y a plein de gens qui font comme ça. Moi, ça ne me gêne pas. ça te gêne pas? Ok, bon, alors je recommence. Voir si ça marche mieux comme ça. Partager l'écran. Là, on voit le mode présentateur. Et ouais, c'est bizarre. C'est moins Je sais, je sais pas faire. Pourtant, toc, Moi, je te habitude. propose de faire Ouais, celui qui était avant était bien. Il faut juste que tu cliques à chaque fois dans chaque. je reviens comme ça alors. Ouais, reviens comme ça, c'était bien. C'est bien de me dire parce que du coup, je voyais pas la même chose que vous en fait. Ok. Alors, hop, je recommence. Partager l'écran. Voilà. Et là, on a toujours le mode présentateur. Oh. Ah, est-ce que ça a changé là? Là, ça a changé, ouais. Là, on voit professionnel, c'est une démarche d'intelligence collective en 6 étapes. Et vous le voyez pas complet, si? Vous n'avez pas le haut de la page? Ouais, c'est ça, c'est coupé. C'est coupé. Comment faire? Attends. Si tu peux revenir, à mon avis, sur la première vue qui était pas mal, mais il faut juste que tu cliques à chaque fois pour avancer le slide, c'est tout. Je retourne, mais j'ai l'impression que c'est pourtant ça que j'ai fait. Mais je recommence vite fait. Est-ce que là, est-ce que c'est comment pour vous là? Pour l'instant, tu partages pas là, on voit rien. Je ne veux que partager, mais Mais on est prêt à tout recevoir. partager l'écran. Voilà, reste là-dessus et tu cliques Reste là. simplement sur la slide que tu veux partager. Si je le mets un peu plus grand, vous voulez d'une taille qui est correcte là? Pour moi, ça me paraît bien. Ok. Qu'est-ce que... Et si je passe comme ici, hop. Est-ce que ça avance là? Et non, ça avance pas. On ne voit pas ta présentation. Donc, il faut juste que tu choisisses la slide à gauche. Ok. Donc, alors on avance, on est avec ça. Est-ce que là, c'est lisible à peu près? Ouais, très bien, très bien. Bon, après, on peut vous l'envoyer aussi s'il y a besoin pour après. Désolée pour le petit intermède technique. Bon, voilà, j'en étais sur cette intro de présentation de ce qu'est le Codev. Pour aller un cran plus loin, je peux vous montrer un peu comment se déroulent les 6 étapes. Voilà. Donc, je vous disais, on arrive avec des situations très concrètes et très précises. Il y a un facilitateur qui est présent, quelqu'un qui est formé à la méthode, etc. Et puis le groupe, alors ce sont des groupes en présentiel, on peut aller jusqu'à 10-12. À distance, nous, on préconise plutôt 6-8 personnes. Et jusqu'à 10, ça passe, mais c'est un peu, les temps de parole sont forcément plus difficiles à tenir. Mais donc, en gros, chacun des participants peut être à la fois apporteur d'un sujet et consultant sur le sujet. Donc, on va utiliser une terminologie qui est celle de client-consultant. Alors après, on peut l'adapter, bien entendu. Mais du coup, sur un groupe de 8, il y a un facilitateur. Il y en a un qui va devenir le client de la séance et tous les autres vont devenir ses consultants. Et pendant le temps de la séance, donc pendant 2 heures à peu près, l'ensemble du groupe va travailler pour la situation de celui qui a été retenu comme client. Et le principe, c'est de faire bien sûr autant de séances qu'il y a de participants, comme ça chacun son tour peut être au centre et devenir le client d'une séance. Et donc chacun son tour a l'occasion de partager son sujet et d'être aidé sur son sujet et recevoir les échos, les résonances de tout un groupe sur le traitement de sa situation. Donc la première phase, quand on se connecte, c'est de choisir ensemble le sujet. Donc tous les participants posent leur sujet et le groupe va choisir celui qui va être traité aujourd'hui. Donc ça, c'est la première phase. Une fois que le sujet est choisi, que donc nous avons identifié notre client de séance, on va lui donner un temps d'exposé où il va pouvoir bien sûr nous en dire plus sur sa situation. Et ce temps qui va être complété d'un temps de questions qui va être animé par le facilitateur sur des questions très ouvertes pour bien explorer et comprendre cette situation.
Une fois que ce temps d'exploration est fait, on passe à une phase qui est la numéro 3 ici, là, la phase de reformulation. Donc c'est tout le temps où les gens vont, autour vont dire: «Ben, finalement, ce que moi je comprends de là où je suis, de qui je suis, de là où je suis, voilà ce que moi je comprends de ton besoin». Et cette phase de reformulation, elle commence à apporter beaucoup d'ouverture parce qu'on va voir tous les cadres de référence de tout le monde se mettre en mouvement et chacun va pouvoir partager ce qu'il vit, ce qu'il a compris de la situation. Donc déjà, si on est 8, on a 8 regards différents sur la situation qui commencent à apparaître ici. Une fois que chacun a pu faire cette reformulation, le client va pouvoir dire: «OK, maintenant que vous m'avez éclairé sur tout ça, je voudrais que vous m'aidiez sur une chose en particulier qui est celle-là». Et donc il va formuler ce qu'on appelle là une demande et il va demander au groupe une aide sur tout ou partie de sa problématique, en général une partie, puisque souvent la problématique elle peut être complexe et là on va en adresser une partie déjà. Et donc il va y avoir cette phase de demande. Quand on s'est bien mis d'accord sur la formulation de cette demande, on rentre dans l'étape 4 qui est l'étape de consultation, où là chacun à son tour va pouvoir donner un avis. Moi dans ta situation, voilà ce que je vois, voilà ce que je verrais, voilà ce que je ferais éventuellement. Donc c'est une phase où on reçoit beaucoup voilà, le client reçoit beaucoup de feedback. Normalement, le client, il est en simple écoute à cet endroit-là. Il y a pas de débat. C'est assez intéressant la façon dont c'est séquencé parce qu'il y a d'abord, on a des questions pour comprendre, ensuite on reformule et ensuite on apporte des éléments. Mais il n'y a pas de débat à bâton rompu, tout est très séquencé. C'est ce qui fait aussi la force de cette méthode-là et qui fait qu'on peut la dérouler dans ce timing-là. La dernière phase, c'est bien sûr la phase 5, là, d'engagement et de projection où, le client va dire: «Parmi tout ce que vous m'avez donné, je vais faire mon marché et je vais retenir peut-être 2 ou 3 choses». Et il y a 2 ou 3 idées qui vraiment, me correspondent à vraiment ce que je vis et que je vais avoir envie d'expérimenter et donc une forme d'engagement qui est pris vis-à-vis du groupe. Et puis alors c'est là l'effet, un peu magique du codev, c'est que toutes les personnes qui ont contribué, même si le sujet était pas le sien, en fait, tous les consultants qui ont apporté quelque chose vont avoir des effets de résonance, puisqu'ils ont participé à comprendre et cetera. Ça leur a forcément fait des échos sur des situations qu'ils vivent eux-mêmes et c'est là qu'on a voilà, une belle montée en intelligence collective où chacun peut dire: «Mais moi, finalement, dans le sujet que tu as partagé avec nous, voilà ce que moi je retiens pour moi et en quoi ça me nourrit, en quoi ça me fait grandir aussi, alors que finalement c'est pas mon sujet qui a été présenté». Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette phase-là, je trouve que c'est celle qui a vraiment une belle ouverture, une belle puissance et on termine par une phase 6 où chacun, voilà, repart avec quelque chose de concret. On se met d'accord sur la séance d'après et puis on enchaîne comme ça un nombre de séances qui correspond à un petit groupe. Voilà pour le process. Est-ce que, vous me direz s'il y a besoin que j'en dise un peu plus sur le déroulé? Ça va? Ouais, il y a quelques questions, Ouais. Ah, du coup, je ne vois pas le chat. Oui, c'est bien si tu voilà, sur un peu sur la démarche et les étapes. Je ne sais pas, il y a un slide qu'on n'avait pas vu, peut-être que le slide 2, je ne sais pas si on l'avait vu, celui-ci peut-être? le numéro 2. Attends. Oui, c'est celui-là. Oui, c'était plus sur le contexte et les ouais. Ok. Ben, écoute, je te propose d'avancer un petit peu et OK. je crois que s'il y a besoin de réexpliquer un peu la démarche et c'est quoi, on Oui, prendra ça dans les questions un peu plus tard. parfait, super, merci. Ça, j'ai dit un peu, le codéveloppement, ça a été long, ça a mis, longtemps à être considéré comme de la formation parce que finalement, on arrive avec on traite des situations concrètes, mais il n'y a pas d'apport de contenu ou de théorie ou de concept a priori. Donc ça met longtemps à être considéré comme de la formation. Nous, moi, on aime beaucoup nous appeler ça la formation action parce qu'on peut très bien, y ajouter une thématique et dire: finalement, on va avoir une série de séances de codev sur une thématique qui peuvent être, la collaboration, là, ce qu'on en a mis quelques-unes, le management, la gestion de projet, qui font que, au bout d on a traité une première, une deuxième, une troisième situation sur ce sujet-là. Au bout de 2, 3 séances, le facilitateur va pouvoir faire un apport plutôt théorique en disant: finalement, voilà ce qui revient après 2, 3 séances. On va pouvoir commencer à tirer les fils et faire vraiment de la pédagogie inversée en partant de la situation et en remontant à la théorie et donc pour moi, c'est réellement une méthode qui permet de faire de la formation, c'est vraiment une méthode apprenante et donc on peut vraiment considérer comme de la formation à distance et donc voilà, pour moi, ça se joue aussi bien sur de l'entraide, que sur de la formation. Ça dépend comment, du coup, on intègre cette partie d'apprentissage et c'est au facilitateur de pouvoir aussi intégrer cette partie-là, si c'est le besoin de son groupe, par exemple. Voilà.
Sur la suivante, c'est-à-dire, finalement, oui, à distance, qu'est-ce qui se passe, de différent? D'abord, il y a tous les avantages, hein, de la distance, du fait que, il y a moins de temps et de coûts de déplacement, le fait que des gens soient tellement éloignés les uns des autres que de toute façon, ils ne se seraient jamais rencontrés en présentiel et donc se voir à distance, c'est toujours quelque chose qui crée du lien, sur des personnes qui de toute façon n'auraient jamais pu se rencontrer. Et puis, il y a vraiment cette idée qu'en termes de croisement des regards, on augmente aussi énormément. Quand on prend des gens qui vivent tous la même chose au même endroit, on a des fois quelque chose qui peut être un peu plus fermé. Et que quand on multiplie les regards et l'ouverture des cadres de référence et des points de vue différents, on augmente aussi les chances de traiter les situations de manière innovante, nouvelle et puis plus ouverte. Et puis après, bien sûr, rien ne nous oblige à faire que de la distance. Si on a la chance aussi de pouvoir se voir et se rencontrer, la combinaison présence-distance est aussi hyper intéressante parce qu'il s'y passe pas du tout la même chose en fait. Moi, par exemple, qui anime des groupes en présentiel et en distanciel, il y a vraiment une typologie, une façon de faire en présence. Et puis quand on se voit à distance, c'est différent, on découvre les gens différemment. Et je trouve que là, il y a aussi quelque chose de très fort dans la connaissance et dans la qualité des liens qu'on peut tisser. Alors du coup, nous on a créé cette petite appli-là qui s'appelle Square Meeting. On a créé, déposé ce modèle qui s'appelle eCodev pour, Codev à distance et qu'on utilise depuis maintenant, 3-4 ans. Le gros avantage de faire à distance là, c'est que vraiment on n'a pas de caméra sur cette appli. On a vraiment fait le choix de privilégier la qualité du lien. Donc on est assis autour d'une table ronde. Vous voyez une petite image là, mais je vous la montrerai plus grande ensuite, avec des photos simplement autour de la table. Et ce choix-là fait que, bon, d'abord, on limite aussi l'utilisation des bandes passantes qui parfois sont un peu, voilà, un peu saturées. On renforce la qualité d'écoute parce que comme on n'a pas de visuel caméra, la qualité d'écoute est très différenciée. On n'écoute pas les mêmes choses quand on voit quelqu'un et quand on ne le voit pas. Alors les premiers temps, on a l'impression que la vue nous manque et petit à petit, on développe des niveaux d'écoute très différents et en co-développement, ça donne des choses assez intéressantes. La concentration, bien sûr, parce qu'aussi dans l'appli, on a toujours quelque chose à faire, à cliquer, à ouvrir, écrire. Il y a une partie, on mixe l'écrit et l'oral aussi. Donc les gens sont sollicités régulièrement. Donc on n'a pas cet effet de gens qui sont cachés derrière leur écran et qui pourraient disparaître ou devenir invisibles, comme ça peut arriver dans certaines réunions à distance. Ça se vit sur des temps plus courts. Donc nous, on se dit c'est 2 heures à peu près la bonne durée parce que plus long que 2 heures en termes de concentration, on perd quand même pas mal de monde. Et puis moins que 2 heures, c'est un peu short pour traiter un vrai sujet, quoi. Donc nous, on aime bien, c'est une durée qui s'est affinée, on va dire, au fil de l'expérience. Moi, c'est une durée que j'aime bien. Avec un groupe de 6-8 personnes, c'est un temps qui me correspond bien et qui permet de faire des choses très qualitatives. Et puis surtout, voilà, alors ce qui nous porte beaucoup, c'est le fait que ça nous permet d'utiliser ces usages digitaux en apportant beaucoup de sens, à ce qui est vécu et ce qui est traversé par le groupe pendant la séance, quoi. Voilà. Je peux vous parler quelques secondes des fonctionnalités qu'on a créées justement pour permettre que, ça favorise tout ça. Voilà. Alors, voilà un exemple de table ronde. Donc notre table ronde, elle est bleue là au centre et puis la photo de chacun est installée autour de la table. Donc toute personne a sa place, sa chaise, comme une chaise si on était dans une réunion. Hem, voilà, puis alors si je décris les fonctionnalités, d'abord on a un ordre du jour, structuré avec, l'étape où on choisit le sujet, l'étape où on questionne. Donc tout est très structuré, tout est minuté. Alors minuté pas au sens de créer de la rigidité, mais en tout cas un sens qui favorise voilà, une espèce de co-responsabilité autour de la gestion du temps. Puisque finalement, à chaque étape, il y a un chrono, donc c'est celui qui est là ici. Il y a un petit chrono qui se déclenche à chaque étape. On sait qu'on a, par exemple, il reste 8 minutes pour poser des questions. On est 8 autour de la table. Globalement, si chacun pose une question de 8 minutes on sait que ça va passer. Mais si quelqu'un embolise la parole et va se mettre à parler pendant 3 minutes, il ampute le temps de parole des autres. Et donc, il y a quelque chose de très horizontal qui se met en place et que j'aime beaucoup aussi avec ces fonctionnalités-là. C'est fait qu'on redonne à chacun voilà, la capacité de se prendre en main, de gérer sa responsabilité, de gérer sa prise de parole et de gérer son temps. Bien sûr, le facilitateur est là pour réguler aussi, qu'il n'y ait pas de prise de pouvoir ou de prise de parole indue dans ce type de process.
Donc, on a des petites photos autour de la table. Ça, c'est ce qui rend aussi, quand il n'y a pas de photo, ça met un espèce de petit bonhomme gris là, qui est pas très sympa et c'est vrai que ça manque. Donc c'est, voilà, c'est intéressant quand les gens peuvent mettre leurs photos. Même si c'est figé, ça fait quand même assez vivant. Alors, il y a un système de bâton de parole, de micro qui circule et puis de main levée qui permet à chacun de demander la parole. Donc, vous voyez là sur l'exemple, là, ces deux personnes ont levé la main pour demander la parole. Et la règle dans Square Meeting, c'est celui qui a le micro qui le fait passer. Donc, on est vraiment au sens du bâton de parole en essayant de reproduire au maximum ce que produit cet effet-là. J'ai fini ma parole, j'ai dit, donc je peux passer le micro au suivant, qui à son tour va le passer au suivant. C'est toute cette horizontalité que je trouve intéressante aussi, qu'on vit en codev en présentiel, mais qu'on a essayé de reproduire avec ces fonctionnalités à distance. Voilà, il y a aussi un petit outil de vote, de prise de décision, juste par exemple pour choisir le sujet du jour. Si on est 8 participants, il y a donc 8 sujets, enfin 7 sans le facilitateur. Comment on choisit? Et donc, il y a un petit outil de vote qui permet de choisir le sujet. Il y a un outil de prise de notes structuré aussi, préformaté. Et puis, il y a une possibilité d'attribuer des rôles. Par exemple, là, le facilitateur a un rôle particulier, puisqu'il a des fonctionnalités spéciales qui lui permettent de faire avancer la réunion, etc. Il a un cercle vert autour de lui. Les autres sont en bleu par défaut. Et puis ensuite, on peut créer des rôles. Par exemple, on peut créer un rôle de timekeeper ou un rôle de scribe. Et à ce moment-là, on peut affecter une couleur. Et donc, le cerclage de couleurs autour de la personne va indiquer quel est son rôle. Et par exemple, dans le codev, le client a un cercle de couleurs autour de lui. Donc, on voit bien qu'on travaille, tout le groupe se met à son service et il est repéré par cette couleur aussi. Voilà pour les petites fonctionnalités qu'on a créées qui nous permettent de retrouver vraiment au plus juste de ce qu'on vit en présentiel, ce qui peut être vécu à distance. Voilà, bon, j'en suis là. Après, on peut s'arrêter, prendre les questions. Je vous ai juste mis là le principe. Donc, c'est. Ah oui, on va copier le lien dans le chat du coup. Le lien qui est indiqué là et que je vais vous mettre dans le chat, c'est le lien pour aller pour tester une séance de découverte. Donc, en gros, on en a 1 ou 2 par semaine. Et donc, vous vous inscrivez sur le site en cochant simplement la date qui vous intéresse. C'est complètement gratuit. Ça vous permet de tester pendant 1h30. Donc, on fait un peu moins que 2 heures. Mais ça vous permet de vivre une vraie séance de codev avec des gens que vous ne connaissez pas, que vous ne reverrez peut-être jamais, et de tester cette solution sous cette forme-là en traitant un vrai sujet. Et de voir si ça vous intéresse et si éventuellement il y a un usage qui peut devenir intéressant pour vous. On peut en discuter à l'issue de cette séance de découverte. Merci beaucoup, Karine. Merci Avec pour plaisir. cette présentation. Alors, il y a déjà pas mal de questions et de commentaires qui sont dans le chat. Donc, je vous invite à continuer à partager si vous avez des questions ou alors des apports, parce qu'il y a aussi des gens qui connaissent un peu et qui nous ont apporté d'autres techniques. Avant de prendre quelques questions, moi, je vais aussi témoigner parce que moi, j'ai participé à une de vos séances gratuites. Et j'ai trouvé que c'était… donc, moi, j'anime aussi des groupes de codev. Et donc là, j'ai pu participer en tant que participant. Mais j'ai regardé comment l'animation pouvait se faire. Et c'est vrai que il y a pas mal d'outils, pas mal de petites fonctionnalités, de trucs qui permettent de faciliter l'animation d'une séance. Parce que voilà, moi j'anime des séances parfois sans outils, sans rien, juste avec un WhatsApp, un Skype ou whatever. C'est un peu difficile. Donc tous ces outils, le bâton de parole, le vote, le chrono, ça améliore, ça facilite vraiment le travail du facilitateur. Et quand tu disais qu'on rencontre des personnes pour une fois et peut-être qu'on ne verra plus jamais, moi, il se trouve que j'ai sympathisé avec un des participants et on est encore en train d'échanger maintenant, près de 6 mois après. Alors, quelques questions. Oui, je suis en train de regarder aussi. Il y avait des questions sur les soft skills. J'avais laissé le terme en anglais, ça faisait un bel anglicisme. Si tu veux, oui, expliquer quelle est ta compréhension ou ta définition des soft skills.
Oui, pour moi, enfin, en tout cas pour nous, c'était vraiment l'idée qu'en co-développement, on n'arrive pas forcément pour traiter un apprentissage autour d'une compétence technique. Par contre, le process même, la façon dont il se déroule et dont chacun y prend part, développe chez chacun toute une série de compétences qui sont des compétences qui sont plutôt d'ordre relationnel ou comportemental et sur lesquelles on peut communiquer en fin de séance, c'est-à-dire qu'on les vit. On vit la façon de poser des questions, on vit le fait d'être bienveillant, le fait d'être ouvert, le fait de reformuler, on le vit dans la séance. Et en fin de séance, on peut aussi dire ce qui a été difficile pour moi là, c'est de formuler que j'étais pas d'accord. Et donc on peut discuter, ah oui, mais alors comment on peut échanger ensemble sur le fait d'être en désaccord? Et qu'est-ce qui nous permet de le faire de manière saine et qui soit apprenante pour l'ensemble du groupe? Donc il y a vraiment cette idée que ce qu'on développe, c'est ce qu'on vit dans la séance, mais aussi la façon dont on s'en parle à l'issue. Et pour moi, ces compétences, alors dites soft, c'est toutes ces compétences d'ordre comportemental et relationnel. Merci Karine. Il y a deux participants qui ont proposé d'autres techniques. Je ne sais pas si tu les connais. Il y a Anna qui nous parle des Liberating Instructors Oui. et d'une technique qui est la Troika Consulting. Et Ingrid qui nous dit que c'est une variante qui est l'accélérateur de projet, que je ne connaissais pas. Il nous a partagé le lien. Ouais. Tu connais ces techniques? Alors, je ne les connais pas très en détail. Il y en a une autre qui s'appelle Action Learning, qui est aussi une autre méthode qui ressemble à ça. En fait, toutes ces méthodes-là sont basées sur le même process qui est de dire quand on prend le temps de mettre à plat et qu'on ne va pas trop vite à la résolution de la situation, si on prend vraiment le temps de l'exploration, alors on permet d'ouvrir des choses qu'on n'aurait pas ouvertes si on avait été directement à la résolution. Et donc, c'est ce process-là qui permet de passer du temps à explorer, puis à rédiger, à centraliser, à ramener, à refermer. Voilà, c'est divergence-convergence en fait, hein, et faire diverger pour pouvoir mieux converger. Donc, toutes ces méthodes-là sont basées sur ces mêmes démarches. Et donc, le CODEV fait partie de ces démarches-là qui permettent dans l'intelligence collective d'arriver à ça. Je rejoins complètement sur la démarche qui existe aussi dans ces démarches qui sont évoquées là dans le chat. Deux petites questions très concrètes de Mathilde. Est-ce qu'on peut utiliser Square Meeting pour faire une séance de codev avec des smartphones? Parce qu'en Afrique, on sait que beaucoup de personnes utilisent le smartphone pour se connecter. Est-ce que ça marche avec les smartphones? Okay. Et quel est le coût de l'appli aussi? Alors, les smartphones, oui, l'appli fonctionne sur smartphone. La difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que je vous disais, on utilise une espèce de mix entre l'oral et l'écrit. Et par exemple, quand on pose un sujet, on demande à chacun de l'écrire. Et donc, des fois, l'écriture avec le smartphone est quand même plus limitée. Alors, en termes de fluidité d'écriture, etc. Donc, c'est un mode, ça veut dire que si on sait que les gens, si tout le monde est sur smartphone, on est tous logés à la même enseigne, mais si tout le monde n'est pas sur smartphone, ça veut dire pour le facilitateur de faire attention parce que le niveau, la qualité de ce qui peut être écrit n'est pas la même et de ne pas créer de différence de traitement entre les personnes en fait. Donc c'est plus une attention qu'on peut demander au facilitateur d'avoir sur cet aspect-là et se dire si on sait que tout un groupe est en smartphone, alors peut-être on va réduire l'écrit au max et peut-être pouvoir utiliser l'oral davantage. Et voilà, c'est quand même moins ergonomique d'écrire avec son smartphone, de voir aussi l'écran, de cliquer à la fois. Bon, quand on a un écran et une souris, c'est quand même vachement plus ergonomique. Voilà. Mais ça marche, ça marche. Ok. Des questions aussi de Peter et de Joe pour essayer de. Parce que voilà, quand on n'est pas habitué à ces groupes de codev, on a un peu de mal à comprendre. Ouais. Si tu peux peut-être reprendre un peu les étapes et la démarche, parce qu'il y a Peter qui demande quelle est la cinquième phase. Ouais. Peut-être les reprendre toutes. Ouais. Et Joe qui nous demande alors, le nombre de fois que les membres du groupe de codev doivent se réunir. Est-ce que c'est mensuel, trimestriel? Ah oui, ok. Et il y a une question sur le nombre de personnes, donc je peux te répondre à ça. Alors, donc, oui, nombre de personnes, j'ai répondu peut-être, hein, à distance, plutôt 8, pas plus que 10 en tout cas, jusqu'à, voilà. Mon nombre idéal à moi, c'est 7-8, mais après, chaque facilitateur se fait un peu son style d'animation. Je trouve que 8 personnes en 2 heures, c'est un bon nombre. Voilà. Si on est 10,
en 1h30, c'est vraiment trop court, quoi. Donc voilà, après, à chacun d'ajuster. Donc ça, c'est pour le timing et pour le nombre de personnes. Le nombre de séances, pour moi, l'idéal, c'est de pouvoir avoir au moins une séance par personne participante. Parce que ça veut dire qu'on peut proposer à chacun, à son tour, de vivre cette position du client. Parce qu'en fait, cette position de client, elle est assez difficile à vivre. Elle peut être très impliquante, en fait. Ça demande à celui qui va poser sa problématique sur la table, d'abord de pouvoir d'expliquer ce qui ne va pas, d'accepter que sa situation soit décortiquée par les autres, probablement d'accepter qu'il n'avait pas tout vu et donc il n'avait pas pu tout résoudre tout seul. Donc c'est une posture qui n'est pas toujours facile et on ne vit pas du tout la séance de la même manière quand on est client et quand on est consultant. Et donc, je trouve que dans ce même souci d'horizontalité et d'intelligence collective, que chacun puisse à son tour vivre ce rôle de client me paraît important. Ce qui fait que si vous avez un groupe de 6, ça vaut le coup de faire 6 séances pour que chacun puisse à son tour expérimenter ce rôle de client. Voilà, maintenant, rien ne vous y oblige, mais c'est vrai que c'est ça que j'aime bien moi. Donc, si on a 8 personnes, faire plutôt 8 séances. Quant à l'écart entre, enfin, la durée entre 2 séances, là aussi, ça peut être très variable. Moi, j'ai des groupes que j'ai vus toutes les semaines pendant 8 semaines, donc sur 2 mois, par exemple. On se voyait, par exemple, on avait mis ça tous les lundis matins de 10 à 12 et c'était le même groupe et on s'est vus toutes les semaines pendant 2 mois. L'avantage de ça, c'est qu'il y a vraiment une acquisition très rapide. Les gens ont l'habitude, ça s'écrit dans le calendrier, ça prend, voilà, le créneau est bien inscrit. Si une fois une personne n'est pas là, c'est pas très grave, le groupe rebondit, etc. Donc ça se passe plutôt bien. Par contre, des fois, c'est trop serré. C'est-à-dire que se voir toutes les semaines 2 heures, il y a plein de personnes pour qui c'est pas possible de libérer ce temps-là. Donc passer à tous les 15 jours, c'est une solution aussi. Après, au-delà d'un mois entre 2 séances, je trouve ça compliqué parce qu'il y a une sorte de perte de lien, à moins que les gens se voient par ailleurs dans d'autres espaces. Mais sinon, c'est vrai que je trouve que 3 semaines, un mois, c'est le max parce que sinon chaque fois, il faut se remettre un peu en route en termes de dynamique. Et mon expérience, c'est que les deux premières séances, il y a vraiment une montée en compétence. La première, les gens découvrent la plateforme et le process souvent. Ils découvrent et le process et la plateforme. À la deuxième, on sent qu'ils ont la plateforme, elle est très facile, donc on commence à avoir l'habitude de cliquer, lever la main, passer le micro, tout ça, ça rentre. Et à la troisième, on a vraiment des gens qui sont vraiment montés en compétence sur la qualité des questions qu'ils posent, la qualité des reformulations et des propositions qu'ils font. Et donc, c'est vraiment à cette troisième séance qu'on voit les choses monter. Si on les espace trop, on perd un peu cet effet de monter en compétence, quoi. Voilà. Donc, je dirais peut-être l'idéal, il est entre 15 jours et 3 semaines d'espacement entre les séances. Après, à ajuster aussi, voilà, en fonction de qui sont les personnes. Hein. Si c'est des gens qui se voient très très peu dans l'année, peut-être que se voir déjà une fois par mois, ça serait déjà super. Donc voilà, il y a vraiment tellement de contextes différents que voilà, je n'ai pas de réponse trop formatée là-dessus, quoi. Alors, si je peux rajouter un petit complément, Ouais. je trouve qu'un des avantages de faire les codev en ligne, c'est que c'est beaucoup plus facile à organiser. Parce que se réunir, donc si on a un groupe de 8, ça veut dire qu'il faut caler 8 rendez-vous dans l'année, tous les 15 jours, comme tu dis, 15 jours, un mois. On a parfois de la perte au Eh fur et ben à oui. mesure de l'année parce que quelqu'un ne peut pas venir. Voilà. L'avantage, quand on le fait en ligne, les gens peuvent plus facilement s'adapter, même s'ils sont en vacances, même s'ils sont en déplacement, même Mm. s'ils sont même souffrants, parfois ils peuvent quand même participer. Donc, moi, je trouve que c'est un des outils, un des avantages de ces outils en ligne, de faciliter l'organisation des séances. Après, j'ai aussi vu des trucs, moi je le fais pas, mais j'ai vu des facilitateurs, parce qu'on a formé pas mal de facilitateurs, et donc chacun anime un peu à sa manière. Hein. J'ai aussi vu des facilitateurs qui font 2 séances dans la même journée. Donc ils font par exemple, je sais pas, 9h, 11h le matin, et ils refont une séance de 15 à 17. Et puis après, du coup, ils traitent 2 sujets dans la même journée. Donc c'est aussi d'autres manières d'aborder. Là, ça dépend aussi de cette façon de gérer le temps que chaque groupe peut avoir, le besoin de chaque groupe et de là où sont les gens, parce qu'il y a aussi des histoires de, je ne sais pas si ça va être le cas pour vous, mais des histoires de créneaux horaires, des fois de décalage horaire, des fois il y a des horaires, par exemple, quand on travaille sur plusieurs fuseaux horaires, ben, il y a des horaires qu'on peut pas du tout utiliser, donc voilà, il y a tout ça qui entre en jeu aussi. Ah, je vois qu'il y a... Alors, je vais,
je voudrais que tu nous reparles un petit peu de l'expérience digitale. Y a Mireille qui a été étonnée que tu dises que de couper la caméra, ça privilégiait Ah le oui, lien, alors ouais. qu'on a tendance parfois, enfin, voilà, on dit souvent aussi le contraire, qu'on aime bien la caméra parce que ça nous permet Mm. de mieux échanger, comme maintenant, on trouve que la caméra est plus sympa. Donc j'aimerais bien que tu nous dises, Ouais. que tu reviennes un peu là-dessus, mais aussi que tu nous dises qu'est-ce que le fait de le faire en digital, euh, est-ce que ça apporte aussi des atouts spécifiques? Est-ce qu'on vit l'expérience de manière plus spécifique? Mm. Quel changement comme ça que tu pourrais nous partager? Ouais. Oui, alors c'est vrai qu'on a cette idée aussi que quand on n'a pas la caméra, on perd le non-verbal. Et notre expérience nous montre que oui, on perd la vue, mais on ne perd pas le non-verbal. Il y a plein de choses qu'on apprend à écouter autrement, en particulier les respirations, les intonations de voix, les silences. Et je trouve que c'est assez beau là, voilà, de développer aussi ces écoutes un peu parallèles et qui font qu'on va se connecter différemment aux personnes. Pour moi, c'est vrai que la caméra, quand on est à cette caméra à 30 centimètres de son visage là, je trouve que ça crée une forme même d'intrusion qui peut aussi créer chez les participants des fois un blocage. Et on n'ose pas parler, les gens se regardent, ils s'observent eux-mêmes, ils se voient en train de parler, donc ça modifie leurs paroles, etc. Sans la caméra, la parole est franchement plus libre. Elle a quelque chose de je ne suis pas en train de voir les gens me regarder parler, mais par contre, je suis vraiment dans ce que j'ai à dire. Et je trouve qu'en termes de concision de parole, en termes de vérité de parole, en termes voilà, de partage, il y a quelque chose de très fort lié vraiment à l'absence de la caméra. Donc, forcément, ça nécessite un peu d'accoutumance. Parce qu'au début, ça manque. On se dit, ah mince, je ne le vois pas, peut-être il est en train de regarder ses mails ou peut-être il est en train de faire autre chose, etc. Mais finalement, très vite, voilà, très vite, on sait bien si les gens sont là ou pas là, parce que d'abord, ils sont sollicités, il y a cette main qui tourne, la parole circulaire, etc. Donc moi, j'aime vraiment bien ça. Et je trouve que la place qu'on fait au silence devient intéressante aussi. Se dire, tiens, finalement, interroger la personne en lui disant, mais finalement, tu dis plus rien depuis quelque temps, est-ce que c'est OK pour toi ce qui est en train de se passer? Est-ce que tu peux me dire où tu en es? Et ça oblige à rendre les choses beaucoup plus explicites. Parce que finalement, quand on se voit, on dit ah bah oui, il est en train d'écrire, je ne vais pas l'interrompre, il a une urgence, je ne sais pas quoi. Mais si je ne le vois pas et que je lui pose la question, bah, ça permet de rendre simplement les choses plus explicites. Et dire bah voilà, je vois que tu as l'air d'être occupé à autre chose, ou il y a du bruit parasite derrière toi. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe pour toi? Est-ce que tu es toujours disponible pour le groupe? Est-ce que tu as besoin d'une pause? Ah, voilà. Et ça permet de faire retomber une espèce de pression ou je sais pas quoi. Donc en tout cas, moi, le fait que ça nous oblige à poser plus de questions. Par exemple, quand je pose ça m'arrive des fois de dire: «Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour faire sa reformulation?» Personne ne parle. Donc une espèce de silence qui peut être assez pesant quand on facilite. Bah, typiquement dire: «Bah, voilà, je vois que c'est difficile de prendre la parole. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour vous?» Eh ben, c'est parce que ce que j'ai à dire, c'est difficile, ou c'est parce que je j'ai pas envie de commencer, ou est-ce que c'est parce que je sais pas quoi dire? Mais du coup, les gens le disent si on leur pose la question. Et on n'a pas un espèce de silence gêné là. Donc voilà, moi je trouve que l'absence de caméra favorise cette espèce d'aller un peu plus loin dans la relation et dans le contact, dans ce qu'on se dit, quoi. D'accord. Et donc pour vous, la caméra, vous l'utilisez jamais? C'est pas une option de temps en temps. Certains préfèrent avec, certains sans, ou vraiment vous recommandez dans votre expérience sans la caméra? En fait, dans l'appli, la fonctionnalité n'existe pas. On ne peut pas passer l'appli en caméra. Aujourd'hui, c'était vraiment un choix aussi comment dire, de- voilà, d'être aussi plus économe de la bande passante et des serveurs, etc. Donc, c'était vraiment l'idée d'être aussi en se disant, bah, si on retrouve cette qualité de lien, sans se mettre à rage ou à faire chauffer la planète, finalement, ça correspondrait bien à nos enjeux et à nos valeurs aussi. Donc, on a fait ce choix aujourd'hui sans caméra. Si un jour ça devenait techniquement faisable, je ne sais même pas si on le ferait maintenant. C'est-à-dire qu'autant il y a 5 ans, on l'a fait, vraiment on a fait le choix un peu en se disant bon, on mettra la caméra plus tard. Aujourd'hui, on aime tellement bien sans caméra que je ne sais pas si on, si on ferait le chemin dans l'autre sens. Ben écoute, c'est vraiment intéressant. Ça me pose question, moi aussi, qui ai beaucoup pratiqué sans caméra et qui maintenant met la caméra à chaque fois. Je pense qu'effectivement, c'est des expériences différentes et des relations Mm. différentes. C'est à expérimenter.
On me rappelle dans le chat la question sur le prix. On voulait savoir Oui. quand même quel était le Ouais, prix. bien sûr. Alors, déjà, bah, la séance découverte, bien sûr, c'est gratuit. C'est pour que chacun se fasse son idée et se rende compte de comment ça se passe et tout ça. Ensuite, ça va dépendre de vos usages. Si vous voulez être organisateur de séances de co-développement, ça veut dire que probablement, il faut vous former à l'application pour que vous sachiez l'utiliser. Donc, il y a un coût de formation. Et ensuite, vous devez avoir un compte de créateur de session qui vous permet de créer des adresses mail, d'enregistrer des adresses mail, de créer des sessions, des créneaux horaires, etc. Donc ça, c'est un système qui marche par abonnement et qui est autour de 60 € par mois aujourd'hui pour celui qui va créer les sessions, etc. Alors, c'est un tarif qui est très, très moyen. On a aussi des possibilités d'ajuster en fonction de l'usage. Par exemple, on a toute une offre là qui est solidaire sur des usages qui sont faits dans des milieux bénévoles ou autres, ou dans des associations. Donc, il y a possibilité de réfléchir ensemble à quels seraient vos usages et comment on pourrait adapter un tarif qui corresponde à votre environnement, quoi. Voilà, donc j'ai répondu sur le général et sur le particulier, il faut qu'on en parle individuellement les uns avec les autres. Bon, de toute façon, tu as mis le lien pour ceux qui veulent participer à une Ouais. séance découverte et voilà, on vous trouve facilement sur Ouais. Internet. Et puis après la séance découverte, il y a un petit questionnaire avec savoir si vous avez envie d'être contacté. Et si vous ne voulez pas, bien sûr, ça ne vous engage à rien. Mais si vous souhaitez être contacté, ça veut dire que donc Olga ou Laure, mes collègues, là, on vous recontacte pour discuter avec vous de votre besoin plus précis, justement. Quels seraient vos usages et du coup, comment on peut vous faire une proposition qui ressemble et qui corresponde à votre environnement, quoi. Très bien, merci. Il y a des questions pour savoir, est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce que n'importe qui peut prendre le logiciel et commencer à être Mm. animateur de Codev? Alors, pour être facilitateur, pour nous, c'est très, très important que les gens soient formés à la méthode du Codev en présentiel. Parce que finalement, même si elle a l'air simple, on disait, puis qu'elle ressemble à d'autres méthodes, il y a vraiment des effets aussi déontologiques sur ce qui se passe et la façon dont on respecte la parole des uns ou dont on peut rebondir ou dont ça fait des fois écho ou des résonances avec des choses très personnelles. Et c'est important que le facilitateur il soit en capacité de traiter ce qui va être amené là par le groupe en termes de partage, voilà, même émotionnel éventuellement. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui est formé au co-développement. Donc, pour nous, le prérequis, c'est que les gens que les facilitateurs aient fait eux-mêmes cette démarche de se former au co-développement, à l'accompagnement. Oui. Ensuite, une fois qu'ils sont formés à ça, c'est très simple. On a une formation qui est en une demi-journée pour apprendre à appréhender la plateforme. Et puis, avec des séances de pratique où on s'entraîne à être facilitateur avec son groupe, avec son groupe de formation, et on anime chacun son tour pour s'entraîner et se donner des tuyaux. Ah, mais tiens, là, tu cliques là-dessus, là, tu facilites comme ça, etc. Donc, la formation, à l'outil, elle est très simple, à condition qu'on soit déjà formé au co-développement. Voilà. Après, il y a tout un système où si les gens ne souhaitent pas se former à être facilitateurs, on peut aussi, nous, on a tout un réseau de gens qu'on a formés à la facilitation et qu'on peut mettre à votre disposition. C'est-à-dire, si vous voulez juste organiser des groupes, on peut vous fournir, nous, les facilitateurs, par exemple. Voilà. Donc, tout est possible. Soit on vient former les facilitateurs chez vous, soit voilà, et les formations se font à distance aussi. Et soit on peut animer pour vous des groupes si vous en avez l'usage et le besoin. Ok, merci Karine. Est-ce qu'il y a une... Ah oui. alors, il y a Peter qui a demandé est-ce qu'il y avait des qualités ou des connaissances requises ou exigées pour les participants. Non, pour les participants, aucune. Simplement, ils doivent être avertis sur ce qu'est le co-développement, être là de manière volontaire, c'est-à-dire que les gens à qui on a forcé la main, c'est en général, les séances ne se passent pas très bien pour eux, donc c'est important que les gens soient volontaires d'être là et qu'ils aient compris à quoi ça les engage. C'est-à-dire que finalement, si on est sur un groupe de 8, ça m'engage à 8 séances, ça m'engage à parler vrai, à dire ce que je ressens, à dire ce que je pense. Voilà, il faut que les gens soient juste prêts quoi, à participer à ça. Donc, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, quoi, on peut dire ça comme ça. Donc, il y a une espèce de... Nous, on a une petite charte, par exemple, la charte du CODEV qu'on propose des fois aux participants en disant, voilà, si vous rentrez dans un groupe de CODEV, voilà à quoi ça vous engage. Est-ce que vous êtes prêts à ça, quoi?
Donc voilà, ça c'est pour nous le minimum, mais il n'y a pas de prérequis du tout en termes de compétences. On a animé des groupes là avec moi j'anime un groupe avec des techniciens là dans un domaine de maintenance qui sont alors c'est des gens qui n'avaient pas du tout l'habitude de parler par exemple de leurs émotions ou des choses comme ça et donc on est parti sur leurs problématiques de gérer la technique et les déplacements et comment ils pouvaient se donner des astuces entre eux, etc. Donc on est parti sur des choses très, très techniques. Et puis petit à petit, le groupe monte en compétence sur, mais en fait, la problématique, c'est la problématique relationnelle avec les clients, etc. Et donc, petit à petit, le groupe monte en compétence sur cette notion de relationnel. On anime aussi régulièrement des groupes avec des groupes d'encadrement, des managers et autres qui partagent aussi sur ce rôle de manager. Pendant le confinement, on a eu beaucoup de demandes autour de manager son équipe à distance. Donc, on avait des groupes de managers qui partageaient ensemble sur qu'est-ce qui marche pas, ce que j'ai vécu de difficile et comment je peux l'aborder autrement la prochaine fois. Voilà. J'ai un groupe d'infirmières libérales là en ce moment qui donc a priori elles sont assez seules, chacune gère ses et elles avaient besoin, c'est que des femmes, je dis elles, c'est que des femmes, elles avaient besoin de lieux où partager aussi ce qui est difficile quand on va rendre visite à domicile et qu'on vit des choses difficiles et qu'on ne peut pas les partager avec ses collègues. Bah là, ça crée un lieu où on a des pairs. C'est vraiment le principe du groupe de pairs, quoi, dans lequel il y a aussi une belle qualité de lien qui peut se mettre en place. Mais justement, quand tu parlais des groupes de pairs, peut-être que je voudrais revenir un petit peu là-dessus. Il y a Timba qui demande de répéter les 6 étapes. Je ne Oui. sais pas si le plus important, c'est de répéter les 6 étapes, mais peut-être d'expliquer ou de réexpliquer qu'est-ce qu'on attend d'un groupe de codev, en quoi ça fait la différence avec une formation traditionnelle ou un coaching. Comment se situe le codev pour toi là-dedans? Par rapport à un coaching ou à une formation. Alors, par rapport à un coaching individuel, pour moi, là, la grande différence, c'est l'apport du groupe sur une problématique qui va être très identifiée, très ciblée. On n'est pas en coaching, on peut traiter des choses aussi beaucoup plus profondes avec plusieurs séances, etc. Mais pour comparer à une séance de coaching, dans une séance de codev, on va aussi pouvoir traiter un sujet, mais on va ajouter l'effet démultiplicateur des regards des autres. Et donc, si ça, c'est bien animé par le facilitateur, on a vraiment quelque chose qui nous permet d'ouvrir large et de regarder une situation avec des yeux différents, on va dire. Donc ça, je pourrais le présenter comme ça. Sur la différence avec une formation, c'est un peu ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est que pour moi, on ne part pas du contenu de la formation. C'est-à-dire qu'on ne commence pas du codev en disant, voilà, une relation, par exemple, si on parle de conflit, voilà, par exemple, je sais pas, il y a des formateurs qui parlent du conflit en utilisant l'analyse transactionnelle ou je ne sais pas quoi, les triangles, bourreau-victime ou je ne sais pas quoi. On commence jamais une codev en commençant avec un apport théorique. Par contre, on pourrait très bien traiter des situations conflictuelles. Une personne qui est dans un conflit, elle pose sa situation, on choisit son sujet, elle en parle, on la questionne, on creuse ensemble, on reformule et puis on fait des apports. Et à la fin, on peut dire, mais finalement, dans les situations de conflit, si on a traité 2 ou 3 cas de situations conflictuelles, finalement, qu'est-ce qu'on peut tirer? C'est quoi les points communs à toutes ces situations de conflit? Et là, à ce moment-là, le facilitateur peut apporter un apport théorique ou conceptuel, dit finalement, qu'est-ce qu'on retrouve et quels sont les points saillants dans une situation de conflit? On a toujours voilà, quelqu'un qui a pris ce rôle de bourreau, quelqu'un qui joue ce rôle de victime, etc. Donc, ça permet vraiment de donner à l'apport théorique une place après la pratique. C'est-à-dire, c'est comme si on renverse la pédagogie, quoi. Donc, dans ce sens-là, je dirais que c'est la différence avec une formation classique, par exemple. Ok, super. On a alors. Pour les étapes, juste Guillaume, pour les différentes étapes, je crois que le mieux, c'est que vous viviez une séance de découverte parce que vous allez en les vivant, je crois que ça remplace toute explication d'avoir suivi le process une fois. Donc n'hésitez pas, c'est complètement ouvert et ça vous prend 1h30, c'est pas très long et ça vaut le coup d'essayer par vous-même et de découvrir les étapes en les vivant de l'intérieur, quoi. Ok, oui, c'est clair, hein. J'ai partagé un lien qui explique un petit peu ce que c'est un groupe de codev, mais enfin, évidemment, rien ne vaut de le vivre. J'aimerais prendre peut-être un témoignage parmi les participants. Il y a Nadira qui a apparemment pratiqué. Donc, si on peut avoir un... Voilà, si tu veux prendre la parole, Nadira, pour partager un peu ton expérience, ça sera super. Et en attendant, voilà, il nous reste 7 minutes.
En attendant, deux petites questions. Est-ce que les échanges sont enregistrés et quelle est la confidentialité des échanges? Ouais, très bonne question. Non, les échanges ne peuvent pas être enregistrés. C'est aussi un vrai choix. C'est pas un problème technique, c'est un vrai choix que l'on fait de dire ce qui se passe ici et maintenant appartient à ceux qui y sont ici et maintenant. Donc, il n'y a pas d'enregistrement possible. L'appli est extrêmement bien sécurisée, donc personne ne peut rentrer dans une session s'il n'a pas été officiellement invité, si son compte n'a pas été créé, si sa chaise n'a pas été installée autour de la table, etc. Il y a un compte-rendu qui peut être édité à la fin du codev. Ce compte-rendu, il fait apparaître en en-tête le nom des participants, mais ça ne dit pas qui a écrit quoi. Puisque je vous dis, il y a une partie écrite. Hein, quand on liste ces sujets, par exemple, on ne dit pas, Karine a présenté tel sujet, Guillaume tel autre, Nadira tel autre. En fait, les sujets sont listés, mais on ne dit pas qui a présenté quoi. Donc, on a un compte-rendu qui est le plus anonyme possible, de manière à ce que si jamais, il est en PDF, mais si jamais quelqu'un le faisait suivre, ça ne mettrait personne dans une situation difficile. Donc voilà, ça c'est très très important pour nous en termes d'éthique et de déontologie, c'est très important pour nous. D'accord, merci. Nadira, est-ce que tu veux… Voilà, je vois qu'elle est… Oui, oui, merci beaucoup. C'était très riche en tous les cas. Ça m'a beaucoup intéressé. Ça me projette toujours aux outils avec lesquels on travaille. Parfois, on travaille sur tout ce qui est outils de gestion de conflits et médiation. Et c'est pour ça que j'ai dit dans le chat que ça ressemble un petit peu à la démarche qu'on utilise quand, quand il y a un problème au niveau de, voilà, quand il y a un conflit dans un groupe ou un conflit dans l'association. Donc, on utilise pratiquement un peu la même démarche, justement, et puis même la clause de confidentialité. On travaille sur les émotions et les sentiments. Et donc, c'est pour ça que ça m'a beaucoup interpellée. Et je trouve ça génial qu'on puisse un peu se réadapter, se réinventer, en tous les cas, un outil de travail sur le net. Super. Ce que je peux dire en complément, Nadira, c'est qu'aujourd'hui, on a paramétré, nous, le modèle co-développement, mais en fait, on a aussi une appli qui est paramétrable, c'est-à-dire qu'on a plein de nos facilitateurs qui ont créé leur propre modèle de réunion. Donc, on peut créer un modèle qui ressemble à celui que chacun utilise, où ça s'appelle un peu action learning, ou je ne sais plus ce que vous avez utilisé tout à l'heure, les méthodes de projet, etc. En fait, vous pouvez créer aussi, quand vous êtes formé à l'appli, donc là, il faut se former un petit peu plus que juste la demi-journée de facilitateur codev, mais il y a vraiment l'idée de pouvoir créer aussi son propre modèle en agençant légèrement les étapes, en modifiant les intitulés d'étapes, etc. Donc, tout ça c'est aussi un usage un peu plus avancé de la plateforme, mais qui est aussi possible. Super. Bon, il y a plein de questions auxquelles on n'a pas répondu, mais n'hésitez pas à revenir vers nous, soit sur une séance découverte ou autre, et je vous promets, on répondra. Je suis en train de remonter le chat et je vois qu'il y a des questions non répondues, mais on arrive au bout. Donc voilà, venez aux séances découvertes et puis on répondra à vos questions. Avec grand plaisir. Moi, je me suis aperçu que j'ai parlé avec le micro fermé, donc vous ne m'avez pas entendu. Ah mais non, on ne t'a pas entendu. Et je demandais à Nadira si elle avait de l'expérience en distanciel, et oui ou non, et si elle n'avait pas d'expérience, est-ce que du coup elle avait envie de tester justement ce genre d'accompagnement en ligne? Oui, oui. Moi, le distanciel, en fait, on le pratique, mais pas plus que ça. Hein. C'est réellement, c'était les visioconférences quand on a un projet avec l'international de temps à autre pour préparer des choses. Mais on était beaucoup plus basé sur le présentiel. Et donc, du coup, maintenant, on se redécouvre d'autres outils. Et oui, j'aimerais bien, en tous les cas, je vais tout de suite, en tous les cas, m'inscrire sur justement l'appli et voir un peu m'initier à ça. Je suis très motivée.
Merci Nadia. Je remonte juste à une question de Diller qui dit comment se passent les formations ICODEV pour les personnes loin de nous. En fait, la formation existe à distance, donc on peut très bien, si vous êtes déjà formé au CODEV ou à une autre méthode d'accompagnement et que vous voulez simplement vous former à l'usage de la plateforme, ça peut se faire à distance. Donc, c'est pas un problème. Les séances de pratique se font aussi à distance, puisque l'idée, c'est de s'entraîner aussi à ça. Donc, et si vous êtes formé ailleurs qu'au CODEV pur et dur, enfin, il y a toujours des écoles, Canal Historique et autres, mais voilà, nous, on n'est pas, voilà, on n'a pas de jugement sur la qualité des formations que vous avez suivies. On vous prend comme vous êtes avec grand plaisir. Et l'idée, c'est vraiment pour nous de vous donner une carte de plus dans votre éventail de possibles pour que vous puissiez animer à distance ce que vous faites déjà en présentiel éventuellement et simplement d'élargir le champ. Ok, merci beaucoup Karine. Voilà, on arrive à la fin de cette séance. D'habitude, je demande quelle est l'actualité. Est-ce que tu as une actualité à nous présenter? Mais je pense que voilà, tu nous as partagé le lien. Donc, si on veut poursuivre les échanges avec toi, avec Viti Coaching, on a le lien. Voilà, moi je pense que chez Well Grounded, on appuie beaucoup d'organisations, de personnes en Afrique et ailleurs. On pratique le CODEV, mais c'est vrai que pour l'instant, on le pratiquait soit en présentiel quand on pouvait, soit simplement avec un outil de visioconférence. Et je pense qu'on va se pencher du coup sur cet outil-là. Peut-être que tu nous feras une présentation juste pour nous. Avec plaisir. Voilà, je vous remercie tous pour votre présence. Si vous souhaitez poursuivre les échanges, avoir de l'information, c'est toujours pareil. Allez sur les groupes Facebook et LinkedIn, parce que pour nous, c'est la meilleure façon de garder contact avec vous pour pouvoir partager de l'information plus tard. Karine nous a proposé de partager son PowerPoint. Peut-être qu'on pourra le mettre là-bas. Audrey va nous partager les liens dans le chat pour qu'on puisse s'inscrire pour ceux qui ne le sont pas encore sur LinkedIn et sur Facebook. On arrête pour cette matinée. On va se retrouver cet après-midi. Alors cet après-midi, on a 2 sujets. On va être sur du e-learning et des MOOC. On va avoir une table ronde pour présenter 2 initiatives, savoir comment les 2 initiatives en Afrique de formation en ligne. Et on terminera sur une présentation d'un MOOC international sur la conservation. Voilà, vous avez les liens. Je vous remercie beaucoup. Un grand merci à toi, Karine. Un grand merci à vous tous pour les gens votre écoute. Avec plaisir. Et je vous dis à cet après-midi pour ceux qui qui continuent à nous suivre. Merci beaucoup. Merci encore. Bye Merci, bye. au revoir. Bye. C'est enregistré. Et voilà, je vais clôturer pour tout le monde. Attention, ça va couper.